Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Robin. Salut Franck, Salut, comment ça va? ça va très bien, merci. Et toi? Nickel, nickel, nickel. Nickel. Tu es ancien chef d'un groupe dans une antenne indigène à Guyane. Tu es aussi conférencier et tu es auteur depuis quelques mois. Tu as sorti ce bouquin pour 23 grammes d'or aux éditions Marais Audition, que l'on remercie et que l'on salue par la même occasion. Avant de parler de ton bouquin et de ta vie, puisque tu racontes tout ton parcours dans ce livre, avec un récit très immersif. Bon, ça se lit très facilement en plus et on apprend plein de choses sur l'intérieur de comment se passe, la vie, de militaire et plus particulièrement en Guyane avec, toutes ses particularités. Juste avant de parler de ça, est-ce que tu peux expliquer, ton métier, d'hier ou d'aujourd'hui de façon ludique à un enfant de 5 ans? Comment tu t'y prendrais? Ouh, pas facile pour un enfant de 5 ans, donc faut vulgariser. Ben, en fait, mon métier, principalement que je raconte dans mon livre, hein, c'est le métier de gendarme, en Guyane. Donc en Guyane, en fait, la particularité, c'est que la grosse majorité de ce département, c'est de la forêt, de la jungle, une forêt amazonienne très dense et au milieu de cette jungle, il y a des chercheurs d'or clandestins qui viennent, des pays, à côté, donc le Suriname et Brésil surtout. Ils viennent extraire l'or de façon illégale, ils, polluent les sols avec, du mercure et sur les sites, on va retrouver énormément de criminalité, donc beaucoup de drogue, beaucoup de prostitution et des bandes armées également qui viennent s'emparer des sites en tuant les patrons. Donc, mon rôle avec celui de mon unité justement, c'était de détruire ces sites et d'appréhender ces différents criminels qu'on retrouvait, en forêt. Donc, pour ce faire, on avait vraiment des techniques et des modes d'action qui nous étaient propres avec mon unité. C'est pour ça qu'on travaillait principalement de nuit en infiltration et vraiment, qu'avec, qu'avec des mecs de mon unité entre nous. Et face à nous, on avait des gens qui ont pas du tout les mêmes notions de valeur, les mêmes rapports à la vie, que nous, en fait. C'est des gens qui viennent du Brésil, principalement d'une province, qui est frontalière avec, la Guyane, donc frontalière avec la France. C'est l'État de l'Amapá et l'État de l'Amapá au niveau des taux, de délinquance, criminalité et notamment homicide, il est 50 fois supérieur à celui de la France. Donc pour te donner un ordre d'idée au niveau de la population avec qui on avait affaire, nous, on avait régulièrement des usages des armes parce que ces gens-là, pour quelques grammes d'or, ils vont tuer quelqu'un quoi, sans scrupule, sans remords quoi. Et c'est vraiment leur mode de vie quoi. Ils sont là pour s'emparer des sites et ils vont le faire, malgré le prix d'une vie, c'est pas grave. Longue introduction, donc au moins on connaît un peu plus, ton parcours et ton histoire. Tu n'as pas été forcément prédestiné à devenir gendarme. Je crois même que c'est ton ancien beau-père de l'époque qui t'a soufflé l'idée. Exactement, en fait, moi, j'étais en train de faire mes études, donc j'étais dans un bac, technique, génie mécanique. J'étais parti là-dedans, parce que j'ai envie de dire, c'est à peu près le seul endroit où on m'acceptait et donc je suis parti là-dedans. J'ai eu mon bac. Bon la deuxième fois, hein. C'est pas que j'étais forcément un mauvais élève parce que au collège, je suis toujours dans les premiers de la classe. Puis après, il y a l'adolescence qui est arrivée. Je suis parti, en ville et puis là, bah, j'ai connu, l'adolescence comme beaucoup de garçons malheureusement, décrochage scolaire un peu, on va dire et c'est vrai qu'après mon bac et ben, je savais pas trop ce que j'allais faire en fait. J'avais pas d'idée d'orientation. À cette époque-là, il y avait pas Parcoursup encore, hein et comme j'étais né en 78, enfin comme je suis né en 78, je devais faire mon armée, c'était la dernière année où c'était obligatoire et à cette époque-là, bah, justement, j'avais rencontré une fille qui est devenue la mère de mes enfants ensuite et son père était retraité, il venait juste de prendre sa retraite de la gendarmerie et il m'a dit: «Bah, écoute, quitte à si tu dois faire ton armée, pourquoi tu la fais pas en gendarmerie?» Donc moi, je connaissais pas du tout, je dans ma famille, il y avait aucun militaire, aucun gendarme. Pour moi, les gendarmes, bah, je les voyais, dans mon petit village de campagne, là, temps passé, mais pas plus que ça, quoi. J'avais pas aucune animosité envers eux, mais aucune attirance non plus, c'était pas du tout une vocation
Donc je suis parti faire mon armée, je suis parti faire mes classes, je suis parti à Tulle et en fait, c'est un milieu qui m'a tout de suite, enfin, dans lequel je me suis tout de suite épanoui, dans le sens où j'étais bon au sport, moi. J'étais bon, je me suis trouvé bon en tir, disons. J'avais jamais tiré à part, quelques balles trappes avec les copains dans la campagne, et des tirs aux pigeons mais sinon j'avais jamais tiré au pistolet, hein. Donc au final, 1er tir, j'ai respecté les consignes, parce que les tirs, c'est pas compliqué, hein. Si on respecte les consignes, on y arrive et donc voilà, j'ai eu très bonne note, en sport, très bonne note en tir. Ensuite, ils nous demandaient d'apprendre des choses, de façon, d'ingurgiter la déontologie ou l'histoire de la maréchaussée, tu vois? Et le lendemain les distribuer sur une feuille. Donc ça, moi, c'est pareil, comme j'ai une mémoire, photographique où je suis capable d'apprendre par cœur, sans forcément pas en comprendre le sens, mais voilà, quoi. Heu, donc tout ça pour dire qu'après mes classes, j'ai fini 1er au classement, donc j'ai pu choisir, l'endroit où j'allais aller. Bon, à cette époque-là, il y avait, comme on faisait l'armée, on pouvait pas aller en gendarmerie mobile, on était obligé d'aller en gendarmerie départementale, mais on pouvait au moins choisir on va dire l'endroit géographique où on pouvait être affecté. On choisissait un département. Donc moi, comme forcément, je vivais encore chez mes parents, j'ai choisi, le département de la Loire, là où je suis originaire. Bon, je suis tombé de l'autre côté du département, mais bon, peu importe. Et là, je tombais dans une petite brigade à 6. Donc voilà, c'était encore l'époque où, le commandant de brigade, c'était un adjudant, son adjoint un chef. C'était vraiment, la vieille gendarmerie, quoi, hein. La vieille gendarmerie, on n'avait pas encore de quartier libre à cette époque-là. On avait, il y avait pas forcément une grosse activité, mais en fait, tu es tout le temps d'astreinte, quoi. C'est-à-dire que, bah, voilà, tu es tu sans arrêt d'astreinte. Comme il y a 2 jours de repos par semaine, bon voilà, quand tu es pas en repos, tu es d'astreinte, en gros. Même si, il y a pas grand-chose à faire, tu es quand même là. Alors la particularité de cette brigade, c'est qu'elle était traversée par la nationale 7. Nationale 7, il y a énormément de camions. Donc maintenant, depuis, ils ont fait des travaux dans ces différents villages, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait énormément d'accidents. Donc c'était vraiment la grosse activité, c'était, bah, la prévention des accidents avec, de la police route ou, gérer les accidents. On avait au moins un ou 2 accidents graves par semaine, quoi. Donc c'était l'activité de la brigade. Bon, je t'avouerai qu'au bout d'un moment, il fallait que je change. Donc donc j'ai passé mon concours déjà, mon concours de sous-officier. Donc ça a mis assez longtemps à avoir le résultat, mais du coup, j'ai quand même réussi, enfin, j'ai eu les résultats au bout de quelques mois et j'ai réussi du 1er coup. Donc après, j'attendais mon entrée en école. Mais comme ça arrive, les entrées en école, à ce moment-là, fallait entre le moment où tu passais le concours, au moment où tu avais les résultats et le moment où tu partais en école, il se passait facilement 1 an, quoi, voire plus. Donc moi, l'armée, je crois que c'était, je me rappelle plus, c'était 10 mois, je crois, ou 8 mois, peu importe. Donc j'ai demandé à VSL à poursuivre mon armée, un service, ce qu'on appelle un service long, où on pouvait aller jusqu'à 2 ans, quoi. Ouais, donc j'ai demandé à prolonger en gendarmerie parce que, bah, tant qu'à faire, autant rester là-dedans en attendant mon entrée en école, j'ai envie de dire, Ouais, c'est ça. plutôt qu'aller Continuer à travailler faire dans la la main. mobile. Voilà, je continue à faire la main. Bon, la paye était pas énorme à cette époque. Je crois que par mois, on touchait, c'était encore les francs. Je crois que sortie d'école, je touchais 500 francs par mois, je crois. Bon, on était nourri, logé, tu vois? Mais bon, Ouais. ouais, tu pas de quoi sortir en patrouille, tu Extra, quoi. vois ce que je veux dire? Bon bref, après c'était pas le but du jeu, mais bon. Donc voilà, donc j'ai demandé à après j'ai changé, je suis parti dans une autre brigade finalement, où j'ai découvert, à peu près le même aspect parce que c'était encore une brigade de campagne avec une activité, un peu différente mais assez calme. Donc voilà, donc ça m'a conforté dans mon choix de rester en gendarmerie, hein, mais par contre, j'ai compris que la gendarmerie départementale était pas faite pour moi parce que j'avais envie d'un peu plus d'action. Moi, avant de si je serais pas parti en gendarmerie, j'avais tenté, STAPS, parce que moi, le sport, ça m'a toujours, attiré, ça a toujours fait partie de ma vie, donc voilà. Donc ce côté, en me renseignant parce que c'est vrai que quand je suis rentré en gendarmerie, je connaissais pas du tout ce métier, hein. Je connaissais pas du tout, pour moi, le gendarme, c'était celui qui envoyait, le brigadier, celui qui envoyait en brigade, point barre. Et en fait, bah, non, il y a plein d'aspects.
il y a plein de métiers au sein du métier de gendarme, en fait. Donc j'ai découvert, pendant mes classes et bah, notamment les moniteurs de sport, voilà, donc c'est une formation qui m'a plu et c'est un stage que je me suis dit que je tenterais et mais pour ça, il fallait que je parte en gendarmerie mobile. Donc gendarmerie mobile, c'est des escadrons, c'est un peu, comme les CRS en gendarmerie, hein, qu'on voit sur les gilets jaunes. Maintenant, c'est un peu plus Mmh. d'actualité. Donc voilà, donc je suis parti en école, donc pile après mes 2 ans de SN. À un moment, je vais m'en tirer jusqu'au bout, on va dire. Et ensuite, je suis parti en école, à l'école de Montluçon. Donc là, j'ai fait un an de formation et là, pareil, je me suis, bah, pareil, bon en sport, bon en tir, et en fait, je suis, de nouveau sorti, 1er. Bon, à la fin, du coup, je finis deuxième parce qu'il y avait des points de bonification, mais bon, peu importe. C'était mon copain de chambre qui avait passé devant, donc c'était, Tu OK. c'était OK, il y avait pas de souci, quoi. Il y avait pas de compétition, surtout que lui, c'était un ancien mili, mais il était un peu plus vieux que moi, il était déjà marié, il avait déjà une gamine, donc lui, il voulait aller à la gendarmerie départementale. Donc quoi qu'il en soit, il me piquait pas ma place, on va dire, parce que, tu sais, quand tu sors, c'est par rapport à ton classement, tu choisis ta place. Donc le premier est choisi, on va dire, et le dernier est choisi aussi, mais il choisit ce qui reste, quoi. Ouais, voilà, il Heu, avait reste. voilà, il choisit, mais il choisit ce qui reste. Alors que quand tu es dans les premiers de classement, bah, tu as plus de choix, hein. Alors on va dire la souvent les gens choisissent le sud, hein. Les premiers choisissent le sud, parce que les places sont assez limitées, il y en a pas beaucoup. Moi, moi j'ai choisi la région Rhône-Alpes parce qu'à cette époque-là, bah, justement la mère de mes enfants était en école d'infirmière, donc il fallait qu'elle était du côté de Saint-Étienne. On est originaire de là-bas, donc il fallait qu'on reste dans la région Rhône-Alpes pour qu'elle puisse être, mutation d'école. Donc j'ai choisi la région Rhône-Alpes et le problème je me suis aperçu après, c'est que la région Rhône-Alpes, en gendarmerie, ça englobe, la région Auvergne également. Donc je me suis retrouvé à Clermont-Ferrand et Clermont-Ferrand, bah, au niveau administratif, c'est pas Rhône-Alpes. Donc elle a pas pu avoir sa mutation. Donc bon, bref, ça a été un peu la guerre. Bon, ouais, ouais, ça s'est adouci et puis voilà, moi je me suis retrouvé à l'escadron de Clermont-Ferrand et là, bah, j'ai commencé ma carrière, on va dire à proprement dite, en gendarmerie, quoi. Du coup, on va revenir un peu sur ton enfance et ta jeunesse. Tu avais des prédispositions, on peut dire, peut-être comme ça pour le sport, avec déjà, à l'école les courses, sportives, les 1000 et 1500 mètres que tu balayais assez rapidement en finissant premier. Est-ce que tu as pas dit aussi au tir? Donc tu as fait du kickboxing, tu as fait de la boxe, si j'ai pas de Ouais, bêtises aussi? ouais, j'ai fait, c'est vrai qu'au niveau du sport, j'ai, j'ai découvert les sports de combat, moi, quand j'étais au lycée, donc j'étais en internat. Donc pour sortir un petit peu de l'internat, on va dire, bah, je faisais pas mal du NSS, c'est un sport au lycée, donc qui était, effectivement le demi-fond et puis un peu de triathlon et puis j'ai découvert, les sports de combat, donc je me suis mis à la boxe anglaise et j'ai vraiment aimé ça, quoi. Ça m'a bien plu, donc c'est vrai qu'après, après en gendarmerie, c'est, les sports de combat, surtout moi les unités dans lesquelles je vais être après. Les sports de combat, c'est une part, importante, on va dire, de l'entraînement, quoi. Donc ça a été une plus-value, pas une plus-value, ça a été, voilà, pas négligeable non plus dans mon futur métier. Et ce que tu as pas dit aussi, c'est que tes sessions de ball trap, ou des tirs aux pigeons avec tes potes t'ont un peu servi puisque la première fois, tu le racontes, dans le livre, la première fois que tu as tiré à l'armée, tu as atteint un score de, 98 sur 100, je crois, c'est Ouais, c'est ça, bah, c'est ce que je disais, c'est facile de le tir au pistolet, en fait, tu as des fondamentaux, hein, donc fondamentaux du tir, pour ceux qui tirent, ils connaissent, hein. Tu as la respiration, les appuis, l'action du doigt sur la détente, la respiration, donc quand tu respectes, quand tu respectes ces différentes consignes et moi, j'étais vraiment novice, donc en fait, tu écoutes, ce qu'on te dit. Si tu respectes ces consignes et bah, c'est assez simple, on va dire, hein, assez simple. Après la difficulté du tir, heu, en règle générale, du tir de précision, hein, je parle, hein. Pas le tir d'intervention, c'est différent, mais le tir de précision, c'est pas de mettre une cartouche dans le 10, ça c'est facile. La difficulté, c'est, bah, d'en mettre, 10, 20, 30, 40 dans le 10. C'est ça la difficulté, en fait. Faut rester concentré sur chaque tir. Chaque cartouche que tu tires, faut rester concentré. Parce que mettre une cartouche dans le 10, enfin une balle dans le 10, un enfant de 3 ans est capable de le faire, quoi.
Maintenant, réussir à rester concentré sur la longueur et nous, en gendarmerie, enfin le la notation, c'était sur 10 cartouches. Dans les concours, civils, de tir sportif, c'est 60 cartouches. C'est là qu'est la difficulté, en fait. Réussir à rester, concentré et respecter les fondamentaux sur la totalité des cartouches. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'avais eu la chance, 1er tir, enfin le premier tir noté, j'avais eu 98 sur 100. Donc forcément, c'est des gros coefs. Donc quand tu fais 98 sur 100 et puis que les autres, bah, ils font 70, tu en as qui font 50, tu en as qui font 80, bah, forcément tu leur prends des points d'avance et comme c'est très serré, on va dire, les classements, bah, ça fait la différence, quoi. Et le sport également, ça fait également pas mal de différence parce que c'est vrai qu'on est des militaires, hein, donc en gendarmerie, donc on doit, le sport, l'entretien physique fait partie de nos obligations, mais bon, forcément, on connaît tous les, le vieux GD qui se laisse un petit peu aller. Après, là, bah, c'est pas pour critiquer, hein, parce que chacun a ses obligations. Tu peux avoir des problèmes aussi, quand on fait pas un métier qui est assez usant, physiquement, donc tu peux avoir des problèmes, arrivé à 40, 50 ans. Moi, je vois, moi, j'ai fait beaucoup de corde lisse, des choses comme ça, donc tu sors de l'hélico, tu sautes, il y en a qui font du parachutisme, donc au bout d'un moment, bah, tu es usé, ton corps est usé, donc quand tu arrives à 50 ans, forcément, tu vas pas aller courir tous les matins parce que tes genoux, ils t'en empêchent, quoi. Voilà et puis après, il y en a d'autres qui se laissent aller, mais ça, c'est comme ça. Donc le sport, ça permet également c'est des gros coefs, donc ça m'a permis de faire également, grappiller quelques dixièmes pour passer devant, quoi. Comment se sont passés tes premiers mois, premières années en gendarmerie mobile? Est-ce que tu as des Bah, ouais, très bien, hein, très, très bien. Après, c'est un métier qui m'a tout de suite plu parce que, voilà, c'est un milieu militaire, donc il y a quand même des cadres à respecter. Alors il y a la hiérarchie, on va dire, c'est pas quelque chose qui m'a, botté spécialement parce que j'ai toujours été un petit peu, pas rebelle, loin de là, mais bon, c'est ce qu'on m'a reproché, moi, dans mon notation quelquefois, un peu électron libre, on va dire. Donc voilà, mais après les dé 1 déplacements que j'ai faits, ça a été, avec la gendarmerie mobile à l'époque là, on était engagés sur des matières de l'ordre bien sûr, mais les matières de l'ordre étaient moins dures, moins rudes que maintenant. Maintenant, on n'est pas dans du maintien de l'ordre, on est dans du rétablissement de l'ordre, de plus en plus. Heu, voilà donc c'est les gendarmeries les unités sont plus engagées. À l'époque, moi, comme j'étais un escadron de province, on n'était pas trop engagés sur les escadrons comme les escadrons parisiens sur les maintiens de l'ordre, dans la capitale. Mais on était plus amenés à faire soit de l'outre-mer, soit des renforts, au profit de la gendarmerie départementale. Donc moi, comme j'étais sur Clermont-Ferrand, on travaillait beaucoup sur Lyon. Donc voilà, donc travaillais sur les banlieues lyonnaises ou alors sur les banlieues de Grenoble et donc voilà, donc c'était des patrouilles et puis, voilà, tu étais appelé sur les événements et j'ai également, en outre-mer, j'ai pu partir, donc en Calédonie. C'était mon premier déplacement. La Nouvelle-Calédonie, donc là, c'est un peu d'actualité, Nouvelle-Calédonie, avec ce qui se passe, les indépendantistes et tout. Moi, on parle de ça il y a plus de 20 ans, c'était déjà le bordel, hein, parce que j'ai déjà tiré dessus, mais on n'a pas le droit de riposter. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, au niveau de la politique, je pense qu'on aurait mis le holà, là, il y a 20, 25 ans. Je pense que ça serait beaucoup plus calme en ce moment, quoi, mais bon, après, c'est comme ça, à force de laisser monter, au bout d'un moment, bah, quoi, tu pète, hein. Et après j'ai fait la Côte d'Ivoire également. Donc la Côte d'Ivoire, c'était un moment où c'était assez tendu avec le président Gbagbo, il y avait les indépendantistes également, les rebelles qui voulaient prendre le pouvoir. Donc j'ai connu l'Afrique, hein, avec son instabilité. L'Afrique noire, c'est quand même assez instable, on va dire, le matin, tout va bien et puis l'après-midi, tu as des bandes rebelles qui s'emparent de la capitale, tu vois? Donc ça va très, très vite le climat et heu et puis voilà, donc c'est des déplacements qui ont été intéressants et en parallèle de tout ça, moi j'ai pu passer, bah, mes formations. Donc j'ai pu partir au CT1 Sport, le moniteur de sport justement qui m'intéressait quand j'ai fait mon armée. Donc c'est une formation qui dure sur, 1 an à l'école des sports de Fontainebleau. C'est un stage qui est interarmées, donc on est avec d'autres militaires. C'est un stage où les tests d'entrée sont assez rigoureux, assez durs et parce qu'il faut être bon dans tous les sports, en fait. Donc tu peux,
tu pas besoin d'exceller dans tous les sports, on va dire. Mais par contre, il faut être bon, voire très bon dans tous les sports parce que si tu as un maillon faible, au niveau des tests, ça passe pas. Il faut vraiment être complet et ensuite la formation, bah, tu apprends à être vraiment moniteur de sport, mais dans les armées. C'est-à-dire que c'est pas nous, on fait pas de l'éducation physique, on fait de l'entraînement physique. Un peu différent donc voilà, donc c'est super intéressant la formation. Après, on était avec les militaires des 3 armées, l'armée de terre, les marins et puis les aviateurs. Mais la particularité de la gendarmerie, c'est que nous, quand on va sortir, c'est, c'est pas une spécialité, on va dire. On va pas faire que ça ensuite. Les militaires, eux, ils sortent. Déjà, ils sont plus jeunes que nous parce qu'ils sortent vraiment de leur école de sous-off. Ils sont, 19-20 ans et après ils vont faire prof de sport toute leur carrière dans les armées. Voilà, nous en gendarmerie, on va dire, c'est une qualification en plus, mais c'est pas ton métier à part entière, à part si Les tu pars jardins, si marathon. tu ouais, à part si tu vas en école, disons. Mmh. OK. Mais sinon ça te permet d'avoir une qualification, une plus-value pour toi, pour l'unité bien sûr, parce qu'il en faut des moniteurs de sport, en unité, pour passer des tests, pour faire passer et puis l'entraînement quotidien des gendarmes, mais ça en plus, en plus de ton métier de gendarme. Tu parles dans le livre de ton baptême du feu, sur la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie après de passer l'ADM1 pour, l'outre-mer? Heu, alors en outre-mer, oui, bien sûr, quand moi j'ai connu la Calédo, après je suis parti, fait la Réunion également, j'ai fait la Martinique, donc ce goût pour l'outre-mer m'a plu. C'est vrai qu'on se rend compte que les climats de violence, on va dire, mais l'engagement est beaucoup plus fort en outre-mer, donc moi qui c'est le sport et puis après je passais les diplômes, dans l'intervention, professionnelle et spécialisée, donc c'est vrai que je voulais un peu plus que ce qui me manquait. Moi, à Clermont-Ferrand, en escadron, je faisais partie du peloton d'intervention, mais on faisait pas forcément d'intervention, pas beaucoup. On en faisait 1-2 par an, on va dire, pour aller chercher des targets, des mecs chez eux là, ou des transfèrements, mais il manquait, voilà, on s'entraînait beaucoup, mais au final, on faisait pas beaucoup d'inter. Donc moi, je voulais vraiment faire ça et en outre-mer, c'est un peu c'est le graal pour les unités d'intervention, parce qu'il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'engagement. Plus de délinquance et de criminalité, en outre-mer qu'en métropole, notamment, en Guyane que j'ai choisi, quoi. Donc voilà et puis, après le père mon beau-père également, ils étaient partis en Guadeloupe. Il avait fait un séjour en Guadeloupe et pour lui, c'était le meilleur souvenir de sa carrière, quoi. Donc voilà, c'était un choix familial également de partir en outre-mer. Donc j'ai fait ma demande au bout de bah, une fois que j'ai passé toutes mes qualifs, donc ça va quand même c'est assez long, hein. Je suis arrivé à l'escadron, en 2001 et je suis parti en outre-mer en 2008. Ouais, il y a 7 ans. Ça paraît long et en même temps, le temps de passer toutes les qualifications, d'avoir l'agrément outre-mer et tout, c'est le cursus normal, c'est ça et puis en plus, il faut, quand tu pars en quand tu pars en outre-mer dans les unités, notamment dans les unités d'intervention comme moi je suis parti, il faut quand même une certaine maturité, tu vois? Tu pars à 22 ans, tu es pas mature, c'est pas possible. Donc D'accord. voilà, moi je suis parti, j'avais 30 ans, tu vois? C'est déjà assez jeune, mais tu as quand même, une petite expérience derrière toi et puis une maturité qui te permet de faire face à des situations, des moments, pas mal dégradés quand même. Et justement, en partant là, tu as fait, un stage avec le GIGN pour les missions au risque, c'est bien ça? Exactement, j'ai eu la chance de partir, parce qu'à l'époque, quand j'ai été affecté, en outre-mer, moi, donc en Guyane et puis les outre-mer, c'était pareil, c'était pas encore des antennes GIGN, c'était vraiment des groupes de pelotons d'intervention. Nous, en Guyane, ça s'appelait le GI2G, c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie de Guyane et en 2008, quand je suis parti, j'ai eu la chance de faire le premier stage justement destiné aux outre-mer et qui est un stage en intervention spécialisée. Donc intervention spécialisée, avant, c'était réservé, il y avait que le GIGN qui connaissait ça, qui s'entraînait comme ça et c'était pas du tout ouvert aux autres unités de gendarmerie. Donc ça a été ouvert. Ils ont fait un stage pour les outre-mer. C'est un stage qui est super intéressant, au niveau tactique et au niveau technique. Moi, j'ai appris énormément de choses. C'était complètement différent de ce que j'avais appris avant, alors que j'avais fait beaucoup de formations, beaucoup de diplômes. J'étais même moniteur d'intervention professionnelle. Mais intervention professionnelle, c'est vraiment l'intervention, ce qui est enseigné à tous les gendarmes pour,
pour travailler en sécurité, pour l'armement, pour les contrôles de véhicules, les contrôles de personnes, pour, comment investir un bâtiment, comment, aller appréhender quelqu'un, enfin toutes les mesures de sécurité, vraiment pour travailler en intervention. Mais l'intervention spécialisée, là, c'est un autre spectre, de l'inter. C'est vraiment, on va travailler sur des gestions de haut risque, hein, donc des forcenés, des prises d'otages, sur du terrorisme, sur des filatures, enfin vraiment différentes, un spectre que j'avais pas touché, mais qui est, c'est des inters qui sont, sur lesquels on va être confronté en outre-mer justement. Donc ouais, c'est super intéressant que ce GIGN, ouvre, et puis ouvrir ses portes, pas ses connaissances à d'autres unités. Et maintenant ce stage, c'est un stage qui est obligatoire pour être affecté justement en antenne GIGN, que ça soit en métropole ou en outre-mer. Voilà, donc moi j'ai fait le premier stage, j'ai eu la chance. Donc heu, donc voilà quoi. Ça rassure et ça conditionne? Ça rassure, oui, parce que tu apprends des choses que, voilà, que tu soupçonnais pas. Enfin, c'est vraiment un autre degré de tactique et de technique. C'est super intéressant et puis effectivement, tu après tu ça te permet d'aborder l'intervention au niveau tactique notamment, de façon différente et beaucoup plus, c'est pas que tu es serein parce que quand tu fais une intervention, tu es toujours serein dans le sens où elle est préparée en amont. Mais là, ouais, ça permet d'avoir une assurance, tu es plus sûr de toi forcément, quoi. Que voilà, tu maîtrises plus les petits canons conformes parce que sur une intervention, qui va déterminer la réussite d'une intervention, hein, c'est comment elle est abordée, c'est sûr, mais c'est surtout la gestion des canaux conformes. C'est-à-dire, prévoir, prévoir «l'imprévisible» entre guillemets. Voilà, c'est ça qui est un peu, qui fait que ton ATR elle est réussie ou elle est pas réussie, quoi. Parce que ça se passe jamais, très rarement comment tu as prévu au départ donc voilà, mais c'est toujours l'action qui va déterminer notre réaction, quoi. Justement, tu n'as pas été déçu au niveau de l'action en Guyane puisque là, comme tu as dit, c'est un changement de métier avec, des interventions, variées et surtout avec une intensité, complètement différente? Ouais, bah, bien sûr. Bah, bien sûr, la Guyane, c'est le département français, où il y a le plus de criminalité, le plus d'engagement. Et quand je suis arrivé en 2008, moi, 80 d'usage, des armes en gendarmerie avait lieu en Guyane. Donc on peut dire, tu vois? Ouais, il y a vraiment un gros engagement, vraiment engagement sur place et la particularité de la Guyane, c'est que, bah, justement, on a l'aspect police judiciaire, c'est-à-dire, que tout le monde connaît un petit peu, c'est au profit des unités de recherche. La plus souvent, on va chercher des targets, chez eux ou en milieu ouvert. On rentre dans l'appartement à 6 heures du matin, on casse la porte et puis on va chercher le mec, dans son lit là. Tout le monde visionne un peu un peu ça. Mais, la particularité surtout de la Guyane, c'est la forêt équatoriale, ce que je disais tout à l'heure. Donc, 90 de ce territoire, c'est de la jungle, et au milieu de cette jungle, et ben, on va retrouver les chercheurs d'or, les garimpeiros qu'on appelle. Les garimpeiros, ça veut dire, prospecteur en brésilien et eux, c'est des gens qui viennent extraire l'or de façon illégale au milieu de cette forêt et nous, notre rôle, bah, justement, c'est de détruire ces sites et d'appréhender ces criminels et ces délinquants, quoi. Ouais, donc c'est vraiment la spécificité de ce territoire parce qu'il y a qu'en Guyane où la gendarmerie est employée dans ces missions et puis on fait face à un niveau de violence qui est sans commune mesure avec ce qu'on connaît, sur le territoire, sur le reste du territoire national, quoi. On n'arrive pas à s'imaginer, quand on connaît pas ou quand on n'a pas lu le livre, quelles sont les différences justement pour parler un peu où on a initié, les particularités que tu évoques? Bah, les particularités, voilà, c'est les criminels en face, avec qui on a affaire. C'est des gens qui sont extrêmement déterminés. En ce moment, en métropole, on parle beaucoup de mexicanisation avec les gangs, des aides-mafias, tout ça. Nous, c'était notre quotidien sur place parce que ces gangs-là qui gèrent les réseaux de prostitution, les réseaux d'orpaillage, les réseaux de drogue, en forêt, c'est des gens c'est au Brésil, on appelle pas ça des gangs, on appelle ça des factions
et ces factions au Brésil, elles prennent naissance la plupart du temps dans le milieu carcéral, heu et c'est des gens qui sont extrêmement violents. Comme je te disais, il y a 50 fois plus d'homicides, dans dans ces provinces du Brésil qu'en métropole, quoi. Donc c'est voilà, face à nous, on est vraiment des gens extrêmement, extrêmement déterminés, prêts à tout pour quelques grammes d'or ou pour un moteur ou pour une pirogue, hein, voilà. Et heu et puis la jungle amazonienne et ben, c'est quelque chose qui c'est un milieu qui est très hostile. Ça demande énormément de rusticité, hein. C'est pas la forêt de Fontainebleau, hein, c'est vraiment, c'est la jungle, quoi, la jungle amazonienne. Donc ça oblige, nous quand on part en forêt, souvent on part sur plusieurs jours. Donc ça demande un niveau d'entraînement physique et une rusticité qui est, qui est je veux dire qui est obligatoire, et fondamentale dans cette unité-là, quoi. Voilà, tu vas pas amener ton petit gel pour te coiffer tous les matins, toi, c'est pas concevable, ça, c'est pas possible. Et comme tu as dit, c'est plusieurs nuits et souvent avec, des pauses en hélico et quelques interventions qui, des fois, durent, notamment, la dernière qui est prévue sur presque une semaine, quoi. Plus d'une Et semaine. bah, en fait, plusieurs missions, donc du moment où j'ai des grosses missions qui visaient à détruire les sites, parce que les sites un site d'orpaillage, c'est fait, en 2 zones. Il y a la zone de travail, c'est là où les garimpeiros vont extraire l'or, c'est au milieu de la forêt. Mais, là, ils vont déforester la forêt, donc souvent quand on arrive ou quand il y a des survols hélicos ou des vues satellites, on voit les zones. On découvre les zones parce qu'il y a plus de forêt, c'est vraiment déforesté et ça permet de repérer ces zones. Et ensuite, proche de ces zones, de travail, il va y avoir les zones vides, donc c'est-à-dire les endroits où ils vivent, proprement dit, sous la forêt. Donc là, c'est à peu près entre 15 et 30 minutes de marche des zones de travail, planquées, et là, c'est planqué vraiment vraiment dans la jungle, sous la canopée, quoi. Donc là, on les voit pas, à part quand on survole assez bas en hélico, mais on les connaît pas au préalable, disons. On les découvre souvent quand on arrive sur site. Et là, au milieu de ces zones de travail, c'est vraiment là où les garimpeiros vont vivre. C'est là où, bah, il y a tous les réseaux de prostitution, de drogue, le matériel également. Et c'est fait, ils vivent dans des carbets. Donc les carbets, c'est un peu comme des cabanes avec des troncs d'arbres simplement, et puis des bâches, en guise de toit et de mur. C'est vraiment très sommaire. Bah, par contre, sur place, on va trouver, on va dire tout le confort, peut être relatif, hein, c'est un confort sommaire, mais on va trouver, tout fonctionne avec des groupes électrogènes forcément, parce qu'ils peuvent pas amener l'électricité sur place. Souvent, c'est proche des cours d'eau pour être, réapprovisionné en pirogue et puis également, bah, pour le confort, pour se laver, pour boire, tout ça, c'est près des cours d'eau. Et on va trouver, ben, on peut trouver des télés sur place, tous les frigos, les congélateurs, enfin tout le nécessaire pour qu'ils puissent, vivre de façon à peu près confortable pendant de longues périodes parce qu'ils passent plusieurs mois, ils peuvent passer plusieurs mois sur ces zones-là, quoi. Voilà. Donc quand on faisait des interventions avec les militaires, c'est vraiment des missions qui visaient à détruire ces sites. Donc ça se passait 2 jours et là, on arrive en hélico directement sur ces sites-là. Donc la le défaut de ces «missions» entre guillemets, c'est que quand on arrive en hélico, les Il y a hélicos, plus ça d'effet fait de du bruit. surprise. Ouais. Ouais, ça fait du bruit et au moment où on arrive et bah, le temps qu'on descende des hélicos et qu'on sur la zone de travail, on va pouvoir poser directement sur la zone de travail, soit en corde lisse, soit les hélicos, ils posent au sol. Donc souvent, nous, on descend en corde lisse, hein, parce que les hélicos, la plupart du temps, peuvent pas poser directement au sol parce qu'il y a trop de branchages, trop d'obstacles qui fait qu'on est obligé de descendre en corde lisse. L'hélico, il reste en stationnaire au-dessus et il vient nous récupérer après, une fois qu'on a fini la mission, quelques heures ou quelques jours plus tard. Et par contre, sur les zones de travail, sur les zones vie et bah, là, on est obligé de poser, on peut pas poser directement dessus. C'est très, très rare parce que les hélicos, la canopée, les arbres au milieu de la jungle, c'est des arbres qui font vraiment plusieurs dizaines de mètres de haut, quoi. Donc c'est très dur de pouvoir poser. Donc ils nous posent dans un endroit à proximité, on y va à pied. Mais là, le temps qu'on arrive, forcément, bah, les différentes personnes qui ont des choses à se reprocher, les criminels notamment, donc les proxénètes, les bandes armées, les patrons, les dealers, tout ça, bah, eux, ils vont prendre la fuite. Donc en hélico, en pirogue, ils vont partir et quand on arrive sur place, sur ces villages, et ben, on va trouver simplement les garimpeiros. Donc les garimpeiros, c'est vraiment les travailleurs qui eux, bah, ils savent qu'ils ont pas le droit d'être là, hein, donc voilà, ils savent qu'ils ont pas le droit d'extraire l'or et tout, mais souvent ils se font
sont pas hostiles envers nous, ils se font exploiter par les bandes armées et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est quand on arrive, ils veulent juste récupérer un peu de leurs affaires, bah, leur hamac, un peu de nourriture, enfin différents trucs. Ils vont essayer de gratter, à récupérer un peu là comme des, voilà quoi, pour récupérer quelques trucs et puis le peu d'or qu'ils ont, de toute façon, il est jamais sur eux, il est planqué, quelque part au milieu de la forêt, au pied d'un au pied d'un arbre ou vraiment quelque part où il y a que eux qui connaissent la cache parce que pour pas se le faire piquer déjà entre eux, donc c'est impossible à trouver et l'or est très, très dur à trouver, en fait. Voilà et donc ça, c'est des missions qui visent à détruire les sites et nous, bah, la particularité avec mon unité, c'est qu'on faisait des missions justement en infiltration. Donc ça durait plusieurs jours où là, on était posé bah, plusieurs kilomètres en hélico et là, on s'infiltrait, donc la plupart de nuit justement pour pas se faire repérer. Parce qu'en forêt, on va il y a ils ont énormément de sonnettes, ils mettent des sonnettes un peu partout, dans des endroits stratégiques, des carrefours de pistes, au niveau du fleuve, également au niveau des rivières ou des fleuves, planqués sur les côtés, quand on va passer en pirogue, nous, bah, ils ou les militaires, ils vont repérer, ils vont passer un coup de fil à la radio, ce qu'on appelle la BLU. Maintenant, en plus, avec les antennes d'Elon Musk, là, ils ont le téléphone satellite ou le téléphone portable en forêt maintenant, donc c'est encore pire. Mais moi, à mon époque, il y avait pas ça encore. Il y a vraiment un réseau de radio qu'on appelle la BLU, c'est vraiment des longues ondes et là, ils communiquent comme ça en forêt, donc ça marchait très bien également. Et donc il faut réussir à pas se faire repérer, donc souvent c'était de nos infiltrations étaient de nuit. Et là, le but de ces opérations, c'est que je raconte dans mon livre, hein, où je les détaille vraiment, je détaille vraiment la tactique, la préparation, enfin tout comment ça se passe, hein. C'est des missions que j'ai vécues, donc c'est pas du tout romancé. C'est tel que moi je les ai vécues. Et là, on va essayer bah, de pas se faire repérer et d'appréhender justement ces criminels. Donc on va détruire le site également, mais on va dire l'enjeu de la mission, c'est de pouvoir appréhender, eh ben, les gens qui nous intéressent sur site. Donc suivant les renseignements qu'on a ou qu'on n'a pas, peu importe, on va tomber sur appréhender les gens qui nous intéressent, qui eux exploitent les garimpeiros ou exploitent les prostituées ou tuent, des gens qu'on sait, qui ont déjà tué d'autres Brésiliens en forêt. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment de les appréhender. Et alors justement, il y a différentes missions, que tu expliques dans le livre. C'est ce que je disais en début, c'est très immersif, pour le coup. Heu et il y a cette, fameuse, enfin, je sais pas si le mot est à propos, mais le livre tourne autour de ça, cette mission en septembre, 2011. Je vais te laisser la raconter. C'est sur le site de Chantal, c'est ça? Exactement, ouais, donc le site de Chantal, hein, souvent tous les sites ont des noms un peu particuliers. Là, c'était un site près de Maripasoula parce que beaucoup de la zone autour de Maripasoula, faut savoir que c'est la plus grande commune de France, hein, ça équivaut à un département. Quand on dit la commune de Maripasoula, si tu veux, bon, tu fais pas le tour en 15 minutes, quoi. Et puis, heu et puis c'est un petit village qui est proche du Maroni. Donc le Maroni, c'est vraiment le fleuve qui est le long du Suriname, qui fait la frontière entre la France et le Suriname. Et donc tu as Saint-Laurent-du-Maroni près de l'embouchure, tout en haut près de l'embouchure avec l'océan et plus tu descends sur ce fleuve, plus tu vas rencontrer différents villages, donc beaucoup de villages amérindiens et Maripasoula, c'est une des communes les plus, où il y a le plus de monde sur le fleuve, voilà. Et mais tout le reste du territoire de cette commune, c'est de la forêt amazonienne. Il y a énormément d'or dans cette zone-là, c'est proche du parc amazonien. Donc là, il y a beaucoup de sites illégaux, quoi. Donc nous régulièrement, on travaille dans cette zone de la Guyane, on va dire. Donc ce jour-là, le 2 septembre 2011, en fait, on avait monté, il y avait une mission qui était montée avec les militaires justement, je te le disais tout à l'heure, donc c'était des grosses missions. Je sais plus, on était à 4 ou 5 hélicos, donc vraiment. Donc on est arrivé. Moi je m'occupais j'étais directeur opérationnel de la partie gendarmerie. Donc j'avais des collègues, qui travaillaient pas sur la même zone que moi, les mecs de mon unité, qui travaillaient dans une autre zone et eux, en fait, leur rôle, c'était de travailler. Ils descendaient en corde lisse. Au fur et à mesure, ils traitaient plusieurs chantiers, on va dire plusieurs zones de travail dans la journée. Descendre en corde lisse, casser, repartir en hélico sur un autre site, et puis voilà, faire ça toute la journée. Et moi, je travaillais sur une zone vie, proche d'une zone de travail où les militaires, eux posaient. Donc comme d'habitude, quand on sait que quand on arrive comme ça, les hélicos, le temps qu'ils tournent, pour poser, le temps qu'on pose, le temps qu'on aille sur les zones, bah, voilà, ce que je disais tout à l'heure,
tous les mecs qui ont des trucs à se reprocher, bah, ils ont le temps de se barrer. Donc on pose, on arrive sur l'hélico pose, on arrive sur la zone vie qu'on avait repérée, bah, justement survolant la zone, donc à peu près 10 minutes, un quart d'heure à pied. On arrive sur la zone vie, donc plusieurs carbets, divisés 3-4 carbets et puis, sur une autre zone un petit peu plus loin, à peine 5 minutes à peu près, une autre zone vie avec, de nouveau 4-5 carbets, quoi. Donc c'est vraiment une petit, hein, mais bon, ils arrivent quand même à vivre à 30 ou 40 là-dedans facilement et heu et donc on arrive, tout de suite, je tombe sur un Brésilien, donc un Garimpeiro, c'est un assez âgé, quoi, enfin assez âgé. Il a 40 ans, dans les conditions qu'ils vivent, le mec il a 40 ans, tu lui en donnes 70. Mais bon, je le contrôle, il y a pas grand-chose. Il y a également, 2 femmes qui sont là, donc une assez forte et puis une autre, un peu plus jeune. Ça doit être, certainement la cuisinière et puis une prostituée et elles, pareil, elles ont pas d'or sur elles, elles ont pas grand-chose à se reprocher et puis, elles sont là parce que de toute façon, elles savent très bien qu'on va détruire le site et après une fois qu'on va être partis, ils vont retourner, enfin ils vont sortir tout ce qu'ils ont caché au milieu de la jungle et ils vont reconstruire le camp. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on détruit et puis, il y a 3 ou 4 fois plus qui est planqué au milieu de la jungle et reconstruisent le camp aussitôt qu'on est parti, quoi, mais bon. C'est le jeu du chat et de la souris à chaque fois, c'est comme ça et heu donc je commence à détruire les carbets donc à tomber les bâches, le but c'est de fouiller le carbet pour, trouver, bah, l'armement, trouver l'or, trouver les moyens de communication également pour pas qu'ils communiquent entre eux ensuite, sur les villages aux alentours. Pour que nous, on va pouvoir si on progresse et qu'on investigue d'autres villages pour pas qu'ils soient au courant au moment où on arrive. C'est pour ça que les moyens de radio, il faut les anéantir et les détruire tout de suite ou les saisir et quand je suis en train de justement de détruire un carbet, je m'aperçois un petit peu plus loin, donc ça va très vite, hein, ça fait 1 minute ou 2 que je suis là, je vois un petit peu plus loin, sur l'autre partie du village, en fait, un quad avec un Brésilien qui est en train de s'affairer autour. Donc comme je te disais, c'est très rare quand on arrive en hélico comme ça, quand qu'ils savent qu'on est là, c'est très rare de tomber sur des quads parce que la plupart du temps, ils se barrent, quand on arrive. Mais pour nous, c'est intéressant les quads parce que ça permet, une fois qu'on est sur zone après, bah, ça permet de nous projeter beaucoup plus vite sur un autre village ou sur un autre lieu, quoi. C'est beaucoup plus rapide et donc je vais directement sur lui, je contrôle ce Brésilien, donc il a, 20-25 ans, les cheveux un peu décolorés. Je m'aperçois très vite qu'il a le regard, il est 9 heures du matin, mais tu sais, il a un regard vitreux, bah, je vois qu'il a pris de la drogue. Heu, je le fouille, il a un petit peu d'or sur lui, un téléphone portable. Mais c'est tout, quoi. Après on connaît le pédigré des mecs qui sont recherchés. On connaît lui notamment, son identité, je la connais pas, sa tête non plus me dit rien. Donc une fois que j'ai contrôlé, je lui demande de repartir en forêt, quoi et puis, de faire ce qu'il a à faire parce qu'on n'a pas comment tu dire? Quand on arrive sur les zones comme ça, les garimpeiros, ça qu'on contrôle, pas les criminels, hein, les garimpeiros, heu les seules choses qu'on peut leur reprocher, c'est d'être en situation irrégulière. Donc «clandestin» entre guillemets, c'est d'être en situation irrégulière donc ce qu'on fait quand c'est comme ça, normalement tu les extrais, tu les amènes au centre de rétention et puis là après ils sont renvoyés dans leur pays. Le problème, c'est quand tu les extrais comme ça de la forêt, tu es obligé de le faire en hélico et ça demande énormément de budget parce qu'1 heure d'hélico, c'est à peu près, 5 000 €, on va dire. Donc là où c'était, bah, de Cayenne, il faut, un aller-retour, c'est 2 heures d'hélico. Donc tu en as facilement pour 10 000 € et dans un hélico, bah, si tu mets, un gendarme ou un policier de la PAF pour les surveiller, tu vas mettre 3 Brésiliens, 4 Brésiliens maximum. Donc tu imagines, ça coûte 3 000 € entre 2 et 3 000 € par clandestin. C'est pas possible, on n'a pas le budget pour extraire le moment tu arrives, ils sont 50 ou 100 sur site. Donc tu le budget que ça coûterait, c'est pas possible. C'est pas Pour possible. qu'ils reviennent 15 jours après. Oui, exactement, pour qu'il soit expulsé au Brésil et puis 2 semaines après, ils sont revenus. Donc le but de détruire les sites justement sur place en les laissant, c'est que, bah, on détruit les sites et puis on espère que le but, c'est qu'ils repartent, de là où ils sont venus parce que en détruisant les sites, ils vont le reconstruire peut-être, mais si ça leur coûte trop cher de le reconstruire et ben, il est le site est plus rentable et plus exploitable et du coup, ils vont partir, soit sur un autre site, soit sur,
soit retourner au Brésil parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas gagné suffisamment leur vie, puis c'est pas rentable et en fait, voilà. Donc donc voilà, donc ce Brésilien-là, il me demande de retourner en forêt. Donc au début, il essaye de négocier en me disant, «Bah, écoute, je te laisse l'or et tu me donnes le quad». Je lui explique que ça se passe pas comme ça, tu vois? Donc je lui mets une tape derrière la tête et puis je lui dis: «Allez, vas-y, dégage, dégage en forêt. Bah, fais ta vie, un peu plus loin, quoi». Et donc le quad, il a pas les clés, donc moi une fois qu'il est parti, je commence à faire les fils là sur le quad parce qu'on a l'habitude de saisir parce que tout le matériel qu'on a, c'est-à-dire les pirogues, les quads, même les tronçonneuses, tout en fait, c'est tout, quasiment tout du matériel qu'on a saisi sur place, qu'on a saisi en forêt et qu'après la justice nous met à disposition. Donc on est en métropole un petit peu, quand Les beaux de fous, c'est voitures, pour ça. ouais, voilà, beaucoup de voitures saisies notamment, bah, là, les unités d'intervention, les GIGN, par exemple, à Satory, ils ont énormément de véhicules qui viennent des saisies, judiciaires. Nous, en Guyane, c'est un peu pareil et au moins ça permet de travailler avec du matériel qu'ils utilisent en forêt. Donc on sait que c'est du matériel qui est rustique et qui va durer dans le temps plutôt que d'acheter du matos, de métropole et puis, 1 semaine après, il est déjà en rade, quoi, parce qu'il est pas habitué à ces conditions climatiques. Donc voilà. Donc ce Brésilien, il part. Moi, je fais les fils du quad. Je reste, je fouille un petit peu la zone qui est là où il était, là où il était. Donc il y avait un carbet, donc je fouille, pour voir si encore une fois, si je trouve pas ce qui nous intéresse en priorité, c'est l'armement, les moyens radio, de l'or, enfin tout ce qui est utile, quoi, voilà. Et après on rassemble, parce que l'or, l'armement, les moyens radio, ça on les saisit, on les ramène à Cayenne pour qu'ils soient exploités. Alors que le reste du matériel, que ça soit la nourriture, l'essence, les moyens les frigos, les moyens, tout ce qui leur sert à vivre, on va dire, ça on le détruit sur place. Heu et en fait, pendant que je fais ça, pendant que ça fait à peu près 5 minutes, hein, que je lui ai demandé de dégager et en fait, moi que je suis au proximité du quad et là j'entends 2 détonations, 2 coups de feu. Donc immédiatement je me mets au sol, je m'abrite derrière une protection, derrière un tronc d'arbre pour voir d'où ça vient et là je vois ce Brésilien qui est au centre du village là, à une cinquantaine de mètres de moi et il hurle avec son revolver et comme il a vu que, comme j'étais près du quad, il a certainement voulu venir récupérer le quad, mais comme j'étais à côté, en fait, il a pas pu s'approcher et il a tiré. Donc je sais pas exactement, j'ai pas entendu les balles siffler près de moi, je sais pas dans quelle direction il a tiré, mais en tout cas, ouais, il a fait 2 fois usage de son arme. Donc moi, comme je me suis mis à la protection, j'ai eu le temps j'ai sorti mon arme, j'ai fait les injonctions de se rendre, de lâcher son arme, de se calmer et lui, en fait, il va prendre l'autre Brésilien qui est proche de lui, en fait, il va le mettre devant lui en bouclier humain, en fait. Il va le placer devant lui, bah, pour pas que moi je puisse tirer, quoi, je puisse l'allumer et en fait, comme il voit qu'il peut pas venir récupérer son quad, il recule avec l'autre Brésilien devant lui et il recule jusqu'à arriver en quelques mètres, hein, simplement, hein. Il va reculer, jusqu'à arriver en lisière de jungle, en lisière de la forêt. Et une fois qu'il a mis les pieds dans la forêt, il lâche le Brésilien et il part en courant. Donc la forêt, c'est tellement dense, si tu veux, qu'une fois que tu as mis un pied dedans, c'est impossible De tu te peux plus te retrouver. dissimuler, on Mmh. peut plus te voir. Donc moi, le Brésilien là, comme, cette mission, on restait plusieurs jours sur place avec les militaires. Nous, on restait plusieurs jours donc il était hors de question de laisser, déjà lui ce Garin Perros là, il nous avait tiré dessus donc là ça devenait, bah, c'était un crime ce qu'il avait fait déjà et donc fallait absolument le retrouver et puis il était dangereux. On en restait sur place, on pouvait pas se permettre de laisser un tireur isolé à proximité parce qu'il était dangereux pour nous, dangereux pour les militaires, dangereux également pour les autres Brésiliens qui vivent sur place. Donc il fallait absolument qu'on le retrouve. Donc avec mon pote là, avec David de mon unité, on fait une petite vague comme une vague de ratissage, c'est-à-dire on rentre en forêt et on essaye de progresser. Donc il y en a un qui appuie pendant qu'un autre qui progresse. Enfin c'est on travaille vraiment en sécurité, mais c'est quelque chose qui est très long. On avance tout doucement et à 2, on aperçoit très vite qu'on va jamais le retrouver. C'est impossible parce que voilà, c'est trop dense. Donc je décide d'aller chercher les militaires qui sont, eux, sur la zone des travail. Ils sont plus loin, donc ils n'ont pas entendu les 2 coups de feu, c'est sûr. Les moyens radio passent pas très bien, au milieu de la forêt. Tu imagines, c'est impossible
que les moyens radio passent, assez vite, faut être vraiment à proximité pour que ça passe. Donc je décide de prendre le quad et d'aller chercher ces renforts et donc je prends le quad, je reprends le sentier par lequel on est venu. Donc en quad, j'en ai pour 5-10 minutes, quoi. Mais comme on est en zone, on est commence à être, en saison des pluies, on va dire, puis il a pas mal plu les derniers temps. Les pistes, le petit sentier là, il est complètement défoncé. Donc en fait, en quad, j'avance, mais j'avance tout doucement. C'est vraiment, faut imaginer, hein, c'est pas une piste de partant. Il y a des ornières de partout, c'est vraiment défoncé. Nous, les quads, souvent, on mettait des chaînes sur les quads, des chaînes pour avancer tellement qu'il y a de boue, en fait. Tu vois? C'est vraiment, et faut s'imaginer les conditions. C'est vraiment des il y a de la boue, des moments, on a de la boue au-dessus du quad, au-dessus des roues, il y a des trous partout, donc on avance doucement, donc j'avance comme ça et en fait, le Brésilien, quand tu as dû entendre, donc moi je quitte la zone le petit village là et je m'enfonce dans le sentier au milieu de la jungle et ce Brésilien, quand il a dû entendre le quad certainement et en fait, Il t'a repéré? il va contourner le village et en fait, quand j'arrive, moi j'avance tout doucement sur la piste et il va sortir face à moi. Il va sortir avec son revolver en me menaçant directement. Donc là, il est à 4-5 mètres de moi, maximum. Il me fait, il hurle en me menaçant avec son arme. Donc moi, à ce moment-là, j'essaye de sortir mon pistolet. Le problème, c'est que comme je suis assis sur le quad, j'ai mon gilet pare-balles, le holster et ouais, ça me bloque. En fait, j'arrive pas à sortir mon arme. Donc je saute du quad. Donc ça se passe bah, très vite, hein. C'est une fraction de seconde ça, hein. Tu visu bah, je vois le Brésilien, j'analyse, j'essaye de sortir mon arme et au même moment, je saute sur le côté et là, je lui fais signe avec mon bras gauche, je suis sur le côté du coup, je lui fais signe avec mon bras gauche de se calmer au même moment auquel je sors mon arme et dès que je vais sortir mon arme, je vais l'orienter dans sa direction et je tire, en fait. Je tire parce que lui, moi, je suis en légitime défense, lui, il me menace avec son arme et en fait, au moment où je vais tirer, lui, il va tirer également en même temps, en fait. On va se tirer dessus exactement dans le même instant. Donc lui, moi, je vais le toucher au niveau de la main, au niveau du bras et lui, en fait, il va me toucher, ici, là, sous l'aisselle. C'est une zone qui est pas protégée par le gilet pare-balles et comme je suis sur le côté, moi, la balle, en fait, elle va passer sous l'aisselle et elle va me traverser le corps. Donc elle va me sectionner les poumons, me perforer les poumons et elle va me sectionner la moelle épinière. Donc à ce moment-là, tu vois, une balle, ça va à peu près, 300-400 m/s, une balle de 38, donc ça va extrêmement vite et pourtant, en fait, quand elle va passer cette balle, je vais ressentir la brûlure, en fait. Je sens toute la brûlure qui passe tout doucement, qui va me traverser le corps et là, en fait, je m'écroule immédiatement, je tombe au sol parce que la moelle épinière est sectionnée, en fait, ça je le saurai après, mais vraiment tout de suite, il y a plus de j'ai plus de mobilité au niveau de mes jambes, je m'écroule et en fait, le Brésilien, lui, il continue d'avancer sur moi. Donc avec toujours en me menaçant avec son revolver et moi, à ce moment-là, en fait, je vais me focaliser sur son revolver, en fait, vraiment. Je vais me focaliser sur le barillet de son arme pour voir si, comme je sais qu'il a déjà tiré, il a tiré dans le village, il m'a tiré dessus là, en fait, je vais regarder son barillet pour voir s'il a encore des cartouches, voir s'il est encore capable de me tirer dessus et de me finir. Moi, je suis au sol et il va certainement venir me finir et après récupérer son quad. Et là, je vois il y a des trous vides, mais il y a encore des trous pleins où il y a des cartouches. Donc moi, j'ai eu la chance, en fait, quand je suis tombé au sol, j'ai eu la chance de garder mon arme, en fait, avec moi. Donc quand je vois qu'il continue d'avancer sur moi, en fait, je vais me tourner légèrement et en fait, je vais lui tirer dessus, au niveau de la trachée, là, au-dessus du cœur et en fait, il va décéder, enfin, il va tomber, il va s'écrouler à côté de moi, à 2 mètres de moi et il va décéder sur le coup, quoi. Donc moi, à ce moment-là, j'ai vraiment la sensation d'avoir mon corps qui est coupé en 2. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir mes jambes d'un côté et le reste de mon corps de l'autre, quoi. Comme si, vraiment comme je sens plus rien, c'est vraiment la sensation que j'ai et c'est une sensation hyper bizarre, tu vois? Et à ce moment-là, je suis persuadé que, bah, i le Brésilien, il est mort à côté de moi. Moi, je suis persuadé que je vais mourir ici, en fait et heu et je suis tout seul là au milieu de cette jungle. Pour moi, en fait, j'ai pas envie de crever tout seul, en fait, donc tu vois? Donc j'essaye de crier au secours et en fait, il y a aucun son qui va sortir, j'arrive pas à crier, quoi
parce que les poumons sont perforés et puis, il y a vraiment aucun son, donc j'arrive à un peu à gémir, mais pas à crier, quoi. Donc, comme je sais pas si mes potes, ils ont entendu les coups de feu, je sais pas où ils sont, en fait, moi, je vais tirer le reste de mes cartouches en l'air. Donc je suis au sol, hein, je suis couché, j'arrive pas à me relever, forcément, j'arrive pas à bouger. Donc je me tourne, je suis sur le dos et en fait, je vais tirer les restes de mes cartouches, en l'air dans les arbres au-dessus de moi et pour avertir de ma position. Donc, rapidement, j'ai 2 camarades qui arrivent. Donc il y en a un qui va prendre le quad pour aller chercher, vers les militaires. Les militaires travaillent toujours avec un soutien médical, donc il y avait une infirmière et un médecin ce jour-là. Donc il va les chercher et l'autre, le deuxième, il reste à côté de moi et moi, comme voilà, c'est pas la blessure que j'ai, donc je lui dis de me checker, mais surtout je lui dis, je suis persuadé que je vais mourir en fait moi. Donc je lui dis: «Bah, tu diras à mes garçons que je les aime», parce que pour moi à ce moment-là, le plus important, c'était que au moment où j'allais partir, au moment où j'allais mourir, que mes garçons, donc c'était petit, hein, c'était des bébés. Il y en avait un qui a 9 mois, l'autre qui avait 4 ans et le grand avait 7 ans, donc c'était tout petit et ben, pour moi, c'était essentiel qu'au moment où au moment où j'allais partir, au jour où j'allais mourir, que mes garçons sachent que, bah, que je pensais à eux, en fait. C'était ça le plus important. Donc j'arrête pas de lui répéter: «Tu diras à mes garçons que je les aime» et tout. Lui, il essaie de me rassurer en me disant: «Mais non, t'inquiète pas, tu vas pas mourir et tout». Bon, je suis pas persuadé qu'il y croyait lui-même, mais bon, voilà, quoi. Donc ensuite, rapidement, j'ai plus la notion du temps, tu vois? Mais peut-être, 5-10 minutes, un quart d'heure après, je sais pas, en fait. Il y a l'infirmière qui arrive sur moi, Sabine, qui arrive en courant et là, bah, elle m'apporte les premiers secours. Donc je vois dans son regard que c'est pas fameux, quoi. Donc elle me met en position, me met un pansement 3 côtés parce que sur le côté, en fait, l'entrée de la balle, là, il y a pas d'impact de sortie parce que la balle, moi, elle est restée sous l'omoplate, en fait. Elle est vraiment sous la peau, mais sous l'omoplate, elle est pas sortie. Elle m'a vraiment traversé tout le corps, quoi. Mais elle est restée sous la peau mais il y a une plaie d'entrée, ce qu'on appelle une plaie soufflante, parce que forcément il y a les poumons qui sont perforés donc voilà, quand je respire, ça une plaie soufflante. Donc elle me fait un pansement 3 côtés, me met en position semi-assise et là, en fait, bah, forcément, il faut que je sois évacué, pour qu'un hélico puisse venir me récupérer, mais il peut pas venir me récupérer là je suis vraiment au milieu de la jungle, là, il y a juste un petit sentier, mais l'hélico, il peut pas poser, donc il faut m'évacuer, là où l'hélico, nous a posé quelques 1 heure avant, même pas. Et comme il y a le quad, en fait, ils décident de me monter à l'arrière du quad. Donc Sabine, s'assoit sur le quad. Moi, ils me mettent en position semi-assise, contre elle et en fait, au moment où ils me mettent sur le quad, je dis à Sabine, elle s'en était pas rendue compte, je fais: «Sabine, je sens plus mes jambes, quoi». Donc là, elle se rend compte qu'en plus de la plaie, tu vois, la moelle épinière est certainement sectionnée parce qu'au niveau médical, ils le savent. Donc voilà, donc moi, j'ai pas été évacué, ce que je dis, quand normalement, quand tu arrives, c'est un accident de la route ou peu importe, les pompiers, ils arrivent, ils te checkent, si tu sens tes jambes, enfin le bilan Ouais, il moteur. est question, ouais. Ouais, le bilan moteur et tout, et puis, si c'est le cas, tu as matelas coquille, maintien tête et tout. Moi, l'urgence, c'était pas, une blessure par balle, l'urgence, moi, c'était de me maintenir en vie, quoi. C'était pas la moelle épinière, ça n'en était pas occupé, au début, ce qui est normal, hein, je veux dire, c'est pas du tout un reproche, hein. Donc je suis évacué à l'arrière du quad. Donc il me pose, au niveau de la DZ là, une DZ c'est, une drop zone, là où l'hélico, peut poser et heu et en fait l'hélico il va mettre 3 heures à venir me récupérer. Normalement tu te dis, là on est en France, sur le territoire département français, les hélicos il y en a quand même pas mal et en fait, bah, l'hélico il va mettre 3 heures à venir me chercher, quoi. Alors que quand ça arrive, une blessure par balle comme ça, quand ça arrive en Afghanistan ou au Mali, tu vois, des militaires, ce qu'on appelle la golden hour, normalement dans l'heure qui suit, il faut qu'ils soient dans un hôpital, quoi. Moi, ils ont mis 3 heures à venir me récupérer, quoi, Surtout que là, c'est une OP qui avait mobilisé, 5 hélicos donc ouais, ouais, tu non, mais il y avait un hélico SAP, hein. Il y avait un qui faisait les allers-retours de Maripasoura pour poser les passes d'eau, si tu veux, tu vois? Mais en fait, c'est pas leur protocole, quoi. Le protocole, c'était, fallait qu'il y ait un médecin et un infirmier qui reviennent de Cayenne pour me prendre en compte et que je sois évacué et tout. Donc le temps, les hélicos, si tu veux, c'est les hélicos Puma, c'est des hélicos qui ont 40 ou 50 ans. Donc la Cayenne, ils en avaient à l'époque, ils en avaient 4, je crois, mais avec les 4, ils ont fait fonctionner les 2, tu vois? Ils prenaient les pièces des 2 autres. Bon ça, c'est l'armée française, quoi, hein, c'est pas, pour voilà, ils font ce qu'ils peuvent les pauvres avec les moyens qu'ils ont donc forcément le temps de retrouver un pilote, parce que c'est une mission qui avait mobilisé beaucoup de moyens
Le temps de trouver le pilote, de faire venir un médecin, une infirmière, enfin voilà, des tout ça prend énormément de temps et au final, ils ont mis 3 heures à venir me récupérer, quoi. Donc ensuite, je suis évacué sur Cayenne. Donc quand j'arrive à Cayenne, bah, là pareil, ils me prennent en compte, mais par rapport à ma blessure, et la blessure des poumons, ils arrivent à peu près à gérer, mais la moelle épinière, je veux dire, il y a pas de neurochirurgien sur place, donc c'est pas possible. Donc ils décident de m'évacuer sur l'hôpital du Val-de-Grâce, l'hôpital de à Paris, l'hôpital militaire, pour que je sois pris en compte par des neurochirurgiens. Parce que le problème de la moelle épinière, si tu veux, c'est que moi je suis atteint très, très haut déjà. Et en fait, quand tu as une atteinte comme ça, tu as un hématome qui va se former sur la moelle épinière. Et l'hématome, le problème, c'est que moi, comme je suis atteint haut, il était en train de monter et en fait, je pouvais me retrouver, tétraplégique. C'est-à-dire ça pouvait vraiment monter au niveau des cervicales et que je me retrouve tétraplégique. Donc c'était quand même, fallait quand même, intervenir assez vite. Et mais quand je suis évacué, en fait, j'ai été blessé vendredi matin. Je suis évacué simplement sur le vol, du dimanche soir. Tu vois? Donc ça prend quand même du temps, hein, 48 heures. Et quand je suis évacué, moi, je suis pas c'est ce que je dis, tu vois? C'est la différence avec les militaires. Ça aurait été un militaire, il y aurait un vol, ce qu'on appelle un vol morphée, un vol médical, un avion médical qui serait venu, me récupérer de métropole et avec un médecin, une infirmière et puis un avion, Falcon médicalisé avec tous les moyens nécessaires dans l'avion pour m'empatrier en France. Là, moi, comme je suis gendarme, je dépends du milieu civil, en fait. Et je suis évacué, avec une infirmière et un médecin, du SAMU, de Cayenne. Donc le médecin notamment ce jour-là, j'ai pas eu de chance, c'était un mec, c'est un médecin africain, donc c'est pas pour dénigrer, mais bon. Il rentrait, heu, il rentrait en vacances en métropole, lui, il profitait de ce vol-là, donc il en avait rien à foutre de moi, en gros. Et je suis évacué sur un brancard à l'arrière de l'avion, l'avion Air France que tout le monde prend, hein, tous les touristes prennent. Et moi, je suis en brancard juste au-dessus des appuis-têtes, quoi, à quelques centimètres du plafonnier. Heu, donc voilà. Et donc je suis évacué là-dedans. Et donc c'est extrêmement, inconfortable, douloureux et tout. Et puis moi, avec ma atteinte au poumon, j'ai besoin de l'oxygène, plus à fond parce que sinon je peux pas respirer. En fait, c'est un petit peu comme, toute cette phase-là, en fait, c'est le seule chose que je me rappelle, moi, c'est ma difficulté à respirer. C'est comme si tu essayes de reprendre ton air et tu dois respirer à travers un cure-dent, en fait. Tu vois? Donc c'est extrêmement, hyper angoissant déjà parce que tu sens que faut se concentrer sur la respiration et tout. Et c'est très, ouais, c'est vraiment, c'était ça vraiment le gros souci, moi, avec mon pneumothorax, j'avais les poumons qui se remplissaient de liquide. Donc voilà. Et arrivé, donc je suis évacué et arrivé 2 heures avant d'atterrir à Paris, en fait, bah, les médecins n'ont pas prévu suffisamment d'oxygène et je tombe en panne d'oxygène, en fait. Donc je me sens étouffé, dans le brancard. Heureusement, sur ce vol, j'ai la mère de mes enfants qui m'a accompagné, qui avait laissé les 3 garçons, bah, aux copains sur place et puis mon frère qui était venu me rejoindre. Et j'ai également mon patron, Steph, qui était rentré, dans le même vol que moi en métropole parce que la semaine qui suivait, il était en stage, au GIGN justement. Donc il est rentré dans le même vol que moi et en fait, il m'a checké tout le long. Et chaque fois en fait, au moment où il voit que je peux plus respirer, que je m'étouffe, en fait, tout de suite, comme il est toujours à côté de moi, en fait, il est toujours en train de me regarder. Il cherche le médecin est impossible à le trouver. En fait, ils arrivent à brancher avec un steward les bouteilles, enfin l'oxygène de l'avion. Il bidouille avec le masque et il me le rebranche sur mon masque, l'oxygène directement de l'avion. Donc voilà, quoi. Mais tout ça pour dire que le vol s'est très mal passé. Et quand j'arrive au Val-de-Grâce, en fait, en arrivant au Val-de-Grâce, ils s'attendent à ce que mon pronostic vital soit stable. Et en fait, dès que j'arrive, c'est pronostic vital, très engagé, en fait. Donc c'est pas du tout, ce à quoi ils s'attendaient. Et parce que Caen, ils avaient pas forcément le bon, diagnostic. Et puis le vol, pareil, bah, Accenture. au départ, j'aurais dû être évacué le samedi soir, en fait. J'ai été évacué simplement le dimanche soir. Donc pendant 24 heures également, ça s'est dégradé. Donc voilà, tout fait que, bah, c'est pas terrible, quoi. Donc dès que j'arrive, mes parents ils ont également été avertis, par la gendarmerie forcément comme quoi j'arrive au Val-de-Grâce. Donc ils m'attendent à l'hôpital. La mère de mes enfants est avec moi également. Et et en fait, quand j'arrive, les neurochirurgiens, dès le lundi matin, là, ils m'opèrent en urgence. Et
et ils préviennent, ils font venir moi ça c'est un moment que j'ai pas vécu, mais ils font venir la mère de mes enfants avec mes parents dans une salle, dans un bureau, en leur disant qu'ils vont m'opérer, mais il y a une grosse probabilité de chance que je me réveille pas par rapport à mon état et il faut venir me dire adieu, en fait, parce avant que je rentre au bloc, quoi, tu vois? Donc c'est un moment qui a été dur pour eux. Moi, ça, je le vis pas, tu vois? Mais c'est un moment qui a été extrêmement dur pour eux, quoi et ensuite, donc ils m'opèrent, ils arrivent à stabiliser l'hématome sur la moelle épinière et puis bon, bah, finalement, je me réveille donc voilà, donc je pars en réanimation, donc je fais 2 semaines de réa et la réa, en fait, j'ai pas trop de souvenirs de cette période, parce que bizarrement, j'ai pas de souvenir non plus de toute la période, en fait. Le corps fait que tous les moments douloureux ou les moments un peu pénibles, certainement, ton corps les oublie, quoi, les zappe. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir eu mal, en fait, alors que tous mes proches me disent, je me plaignais, voilà, je souffrais vraiment, alors que moi, en fait, j'ai toujours l'impression d'avoir été bien, tu vois? C'est bon, c'est comme ça, tant mieux. Et en fait, la réanimation, le seul truc que je me souviens, c'est qu'en réa, en fait, c'est toujours jour. En fait, c'est jamais le jour, la nuit, il y a toujours des lumières et tout. Et puis moi, ça bipait, le truc cardiaque, il bipait sans arrêt parce que comme j'étais sportif, c'est certainement ce que les médecins m'ont dit, ce qui m'a sauvé. J'avais mon cœur qui battait très doucement, en fait. J'avais mon cœur qui battait à peu près à 38, tu vois? 38 battements par seconde, donc c'est pas par minute, hein, pas beaucoup. Et en fait, cette machine, quand tu es en dessous de 40, quand c'est en dessous de 40, ça bip, c'est pour avertir, bah, les infirmières et tout qu'il y a un problème cardiaque, quoi, tu vois? Et donc quand le truc il bipait sans arrêt, donc au bout d'un moment, il l'avait coupé finalement, tu vois? Mais ouais, c'était sans arrêt la lumière, des bips et tout, donc tu sais jamais s'il fait jour, s'il fait nuit. Moi, j'avais le droit à j'avais le droit. C'était la ma famille, ils avaient le droit de venir me voir 15 minutes par jour à peu près, en comité, très restreint. Ils venaient à 2 ou 3 simplement, quoi, tu vois? En réa, tu peux pas avoir tous les potes et tout qui déboulent, dans ta chambre sans arrêt, c'est pas possible, parce que si tu es en réanimation, c'est que ton état, il est pas terrible. Donc voilà. Donc la réa se passe et ensuite, ensuite je pars en rééducation, quoi. Donc au départ, quand on me dit, «Je veux partir en rééducation», moi, si tu veux, ils m'ont dit que ma moelle épinière était sectionnée. Le médecin m'a dit, «Ma moelle épinière, c'est de la charpie, donc de toute façon, je pourrais pas récupérer si tu veux». Parce que la différence, une atteinte sur la moelle épinière, tu as des gens qui, quand ils sont blessés de la moelle épinière, souvent quand c'est passé, ils arrivent à récupérer. Tu as des gens qui arrivent à remarcher, à se remettre debout, à retrouver de la sensibilité et tout. Donc alors il y en a qui disent: «C'est parce que, ils ont été très forts mentalement, ils y ont cru, ils se sont battus». Ça, c'est de la pipe, faut arrêter. Voilà, c'est juste qu'en fait, quand tu as une section de la moelle épinière, soit tu as une section complète comme moi. Donc moi, comme je suis une blessure par balle, il y a plus aucune, on va dire connexion nerveuse qui se fait. Quand c'est un accident où la moelle épinière elle est pincée ou, juste, où il y a une section incomplète, dans les premiers instants, tu as plus de connexions qui se font et en fait, au fur et à mesure des jours, des semaines, en fait, tu as des connexions qui vont se refaire. Le corps humain est bien fait. Donc tu vas retrouver des fonctions et donc des moments, c'est insignifiant, à des moments, tu arrives à relever ton gros orteil, tu vois? Truc qui sert à rien et puis tu en as d'autres qui arrivent à récupérer, quasiment, l'usage de la sensibilité, l'usage de leurs jambes. Alors tu vas pas tout récupérer, bien sûr, c'est pas possible, mais tu vas pouvoir remarcher, quoi. Donc ça, c'est des gens, bah, tant mieux pour eux, ils ont de la chance, tu vois? Donc ça demande une rééducation particulière. Moi, je sais que c'est pas le cas parce que ma moelle épinière, c'est vraiment, ouais, c'est de la charpie, quoi. Il y a plus rien qui reste. Une balle, faut imaginer une balle quand elle passe, elle détruit tout, hein. Il y a pas de sentiment là-dedans, tu vois? Donc moi, je le sais. L'avantage, c'est que moi, je sais, bah, que voilà, que mon état, il est comme ça et puis, je vais finir comme ça, quoi, tu vois? Je serai en fauteuil et j'ai pas de chance de récupérer. Donc au moins le pronostic, il est donné dès le départ et ça te laisse pas d'espoir, tu vois? C'est ça qui enfin moi je l'ai vécu plus comme, pas comme une délivrance, mais au moins voilà, tu t'attends pas, ouais, tu sais ce qui t'arrive, basta quoi, hein, c'est plus simple et puis voilà. Donc je pars en rééducation et je me dis: «Bah écoute, pourquoi partir en rééducation? Je sais que je veux pas remarcher et tout, je veux dire, ça sert à quoi, quoi?» Pour moi la rééduc c'était, te refaire marcher, te faire des séances de kiné et tout. Et en fait on m'explique que c'est un peu plus compliqué que ça parce que forcément ton corps, bah, il va fonctionner différemment, donc tu as des choses à réapprendre, donc voilà, donc la rééducation, ça sert à ça. Et au début, on me dit: «Ouais, la rééducation, ça va mettre, pour un paraplégique, c'est à peu près, 6 mois, 1 an». Donc moi, la gendarmerie, comme j'étais gendarme, à Cayenne, j'étais affecté à Cayenne, ma famille vivait sur place.
forcément. Donc la mère de mes enfants était rentrée avec moi, mais moi, les garçons étaient restés sur place parce qu'on ne pouvait pas les accueillir en métropole encore, à Paris notamment. Là, j'étais à Paris. Donc la gendarmerie, bah, forcément, moi, ils savaient très bien qu'au début, ils s'attendaient à prendre en compte une veuve et 3 orphelins. Donc finalement, je suis encore là. Maintenant, ils se disent, mais j'ai eu de la chance, hein, vraiment, je suis tombé sur des chefs exceptionnels qui m'ont vraiment soutenu et tout, hein. Et ils se disent: «Eh ben, faut lui, heu, faut lui aménager un logement, bah, proche de l'hôpital parce que la rééducation, j'en ai pour 6 mois, 1 an, quoi. Donc il faut me réaménager un logement». Donc très vite, ils font des travaux, pour que j'ai un logement adapté au fauteuil, avec une salle de bain adaptée et tout notamment. Et au bout d'1 mois et demi à peu près, le logement c'est le 20 octobre. Donc ma blessure, c'est le 2 septembre, tu vois? 20 octobre, ça fait une cinquantaine de jours. Et les travaux sont finis et la mère de mes enfants peut faire, revenir les garçons de Cayenne, quoi. Donc sur place, il y avait il y avait, les potes qui s'occupaient de mes garçons, j'avais mon frère et j'ai également ma mère, en fait, qui était partie. Donc pour elle, ça a été un moment très dur parce que en fait, quand j'étais au Val-de-Grâce, au tout début, vraiment, les premiers jours, juste après mon opération, j'étais encore en réa. En fait, la mère de mes garçons lui avait dit: «Écoutez, je m'occupe de votre fils et vous, vous partez vous occuper de mes enfants, quoi». Donc elle était partie de s'occuper de ses petits-enfants, mais en fait, sans savoir, elle avait pris un vol sans savoir si elle allait me revoir, en fait. Parce que donc c'est pour elle, ça avait été très dur à vivre. Donc les garçons rentrent le 20 octobre avec leur grand-mère. Et en fait, quand ils viennent me voir à l'hôpital, en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit de venir dans le service où je suis parce que c'est en plein boom de l'Afghanistan, donc il y a des amputés, il y a des brûlés également. Et en fait, les médecins et les infirmières ont peur que c'est des images qui sont traumatisantes, donc ils ont pas le droit de venir dans le service. Moi, je peux me mettre au fauteuil, donc je descends les voir un petit peu dans le hall d'accueil, dans la cafétéria, mais comme c'est 3 garçons déjà. Ils sont assez vireux, enfin assez vifs, hein, c'est des garçons, quoi. Et quand on est à la cafétéria, les serveurs, ça les fait chier parce qu'ils font du bruit. Alors il y a des patients qui sont parce que c'est un hôpital militaire, mais il y a beaucoup de civils. Tu as des gens, des personnes âgées qui viennent se faire opérer des hanches et tout, donc faut pas les fatiguer, papy mamie là. Donc moi, les garçons, en fait, ça les fait chier que mes garçons soient là parce qu'ils font trop de bruit, quoi. Donc en fait, c'est toute cette phase-là, bah, les garçons, peux pas profiter de moments avec mes garçons et tout. Donc moi, je me dis: «La rééducation, c'est bon, je peux pas rester 1 an ici, c'est pas possible, quoi». Donc je bois avec les médecins et je leur dis: «Écoutez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir, pour finir ma rééducation?» Donc ils me donnent des objectifs. Et en fait, au bout de 2 mois et demi, au bout de 2 mois et demi, en fait, j'ai fini ma rééducation et je sors. Je reviendrai en hôpital de jour, hein, pendant quelques semaines encore. Mais ma rééducation, ça est fini au bout de 2 mois et demi, en fait, donc ça a été super vite. J'ai eu la chance. Et et après, bah, la gendarmerie, j'aurais j'étais inapte, hein, forcément, j'étais inapte à servir, mais j'ai pu travailler par dérogation. La gendarmerie, je suis tombé sur des chefs qui ont vraiment eu la vocation, enfin la volonté, pardon, de me garder près d'eux, parce que j'avais des qualifications qui étaient intéressantes. Et puis les circonstances de ma blessure, tout ça fait qu'ils ont voulu, me garder dans l'institution. Et près de ma caserne où j'étais, près d'ici, à Issy-les-Moulineaux, côté de Percy, il y avait la nouvelle, direction, générale qui venait d'être construite justement. Parce qu'avant les différents services de la direction de la gendarmerie, c'était réparti vraiment dans Paris, dans 7 ou 8 zones. Et en fait, chaque service était dans Paris, c'était un peu le bordel, au niveau, enfin, c'était pas efficient au niveau, productivité, on va dire. Donc ils ont décidé de faire un bâtiment ici les Moulineaux pour rassembler tous les services de la direction de la gendarmerie, de la direction générale. Donc ce bâtiment justement, il est, heu, il est inauguré. Et moi je peux être affecté directement là-dedans à l'ouverture. Donc je suis tombé pile au bon moment. Et je suis affecté dans un bureau où je m'occupe, comme je suis moniteur de sport, en fait, je m'occupe du notamment de la gestion des athlètes de haut niveau en gendarmerie. Parce qu'en gendarmerie, on a des gens, à l'époque, il y avait Alain Bernard, il y avait Pauline Ferrand-Prévot déjà qui étaient là. C'est des gens qui ont un contrat avec la gendarmerie. Ils sont pas du tout gendarmes, hein, ils mettent pas l'uniforme, tu vas pas les retrouver au bord de la route, mais c'est des athlètes de haut niveau qui sont là pour valoriser la l'image des armées en général et ou la gendarmerie. Voilà.
Donc je m'occupais de ça et puis voilà, donc moi j'ai on a quitté Cayenne et puis je me suis retrouvé, dans le froid parisien, les climats parisiens donc voilà, c'était un petit peu particulier, quoi. Mmh. Et justement à cette période-là, tu as retrouvé le sport qui t'a beaucoup aidé dans ta rééducation? Ouais, exactement. Bah, après, voilà, moi, les sports, c'était, quand je me suis retrouvé en fauteuil, en fait, tous mes proches disaient: «Mais putain», c'était le gros questionnement, c'est: «Comment Franck, il va faire s'il a pas ses baskets?» quoi. C'était vraiment ça c'est vraiment ça la grosse interrogation. Donc moi, il a fallu que je retrouve un sport, dans lequel, je puisse m'épanouir et j'ai découvert le handbike. Le handbike, c'est, vélo à bras qu'on appelle. Donc c'est un vélo dans lequel je suis vraiment allongé, couché et en fait, je pédale avec mes bras simplement. Pour avancer, donc c'est un sport qui est dur physiquement. Moi les premiers tours de pédale, bah, tu te rends compte que, ouais, c'est faut s'engager, tu vois? Faut pas faire semblant. C'est pas comme quand tu vas faire un footing ou tu vas faire un tour de vélo, des moments, si tu as pas envie de te faire mal, si tu as envie de faire un truc tranquille, tu peux faire un truc tranquille. Tu Là, le handbike, tu peux pas faire un truc tranquille parce que dès que ça monte, la moindre côte à 1 2 tu es obligé de te mettre dedans parce que tu es obligé de forcer en fait, parce que tu as le poids du vélo qui est lourd, tu as ton poids à toi et tu traînes seulement avec tes bras et tes épaules. Donc en fait, tu peux pas te dès qu'il y a le moindre, relief, le moindre mouvement de terrain, bah, tu es obligé d'envoyer, quoi. Donc, suivant ton entraînement, bah, tu vas envoyer, tu vas être à 10 kilomètres/h ou si tu es entraîné, tu vas envoyer, tu vas être à 30 kilomètres/h. Mais quoi qu'il en soit, tu es obligé d'envoyer, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé parce que ça demande beaucoup d'engagement et puis c'est un sport bah, déjà c'est un sport de plein air. Moi, je pars sur les routes de campagne, hein, tu vois? C'est comme si tu faisais du vélo classique, quoi. Et et puis surtout, j'ai besoin de personne, c'est-à-dire de mon fauteuil, je monte dans le vélo et quand j'ai fini mon tour de vélo, je reviens et je remonte dans mon fauteuil. C'est un sport où es autonome. puis, je suis autonome, quoi. C'est ça qui est bien parce que le problème du handisport, c'est que, quasiment tous les sports sont accessibles à mobilité réduite, mais ça demande soit de l'aide, Structure, hein, que ce ouais, soit humaine, que une ce soit matérielle. structure, soit quelqu'un d'autre Mmh. pour t'aider, pour te traîner le matos, parce que c'est du matos qui est encombrant et tout, quoi, donc ouais. Donc j'ai retrouvé le sport, donc ça a permis de me reconstruire, la reconstruction par le sport, ça va très vite, quoi et j'ai eu la chance bah, disons, il y a eu le sport et l'autre aspect aussi qui m'a aidé, à me reconstruire assez vite et à accepter le handicap, de façon rapide, c'est aussi le regard des garçons, en fait. C'est ce que souvent je dis. Mes garçons étaient petits, moi, à ce moment-là et eux, ils me voyaient un peu comme un super héros parce qu'ils me voyaient partir, je sais pas, j'étais en combi la plupart du temps, armé, on partait en hélico, les hélicos venaient nous chercher dans la caserne, souvent pour partir en mission. Donc en fait, ils me voyaient vraiment comme un super héros et en fait, quand j'ai eu le parce que pour moi, un handicapé, un fauteuil, c'était quelqu'un qui était dépendant, voilà, qui était sur son fauteuil, qui bougeait pas, voilà. Et moi, cette image-là, je voulais pas du tout qu'ils aient cette image de leur père, en fait. Je voulais vraiment qu'ils continuent de me voir comme quelqu'un d'actif, quelqu'un d'autonome, qui pas quelqu'un qui s'apitoie sur son sort et tout. Donc c'est ça qui m'a aidé à me reconstruire très vite également et puis d'accepter le handicap, d'aller de l'avant et puis de pas se morfondre ou de se plaindre dans son état. C'est vraiment le regard de mes garçons qui m'a aidé et heu et en parallèle le parallèle avec le sport, en 2014, j'ai eu la chance de participer à la 1re édition des Invictus Games. Donc Mmh. ces Invictus Games, c'est une compétition qui a lieu d'ailleurs en ce moment là, au Canada et c'est une compétition qui a été créée par le prince Harry en 2014 pour les blessés militaires. Donc c'est une compétition internationale. Donc le niveau sportif, il est moindre qu'à dans le civil, hein, bien sûr, parce qu'on est moins nombreux et puis c'est conditionné, enfin c'est réservé aux militaires. Mais il y a quand même cet esprit de compétition et en 2014, la première édition était à Londres. Donc j'ai participé moi à l'épreuve de cyclisme, hein, avec mon handbike et en fait j'ai gagné mes 2 courses face à 2 Américains là sur ma course en ligne où je gagne, vraiment au sprint face à 2 Américains et quand j'ai le prince Harry quand j'ai la remise de médaille, j'ai mon fils aîné qui m'a accompagné et quand j'ai la remise des médailles, le prince Harry me remet la médaille d'or. En fait, j'ai mon garçon, c'était en 2014, il avait 10 ans, tu vois? L'aîné et en fait, je revois la fierté dans ses yeux, quoi. Je vois vraiment la toute la lumière et pareil que quand je partais en mission, à Cayenne je me dis: «Bah, c'est bon, tu as réussi, Et raviver la flamme. voilà et tu vois?
Ils te font pas comme un papa handicapé, sans être péjoratif, mais voilà, tu continues d'être un super héros pour lui, quoi. Donc voilà, c'était ça le but de parce qu'il m'a aidé à me reconstruire, voilà, le sport et le regard des garçons. Et du coup, tu as fait encore, quelques années à adhérer en gendarmerie. En 2016, tu as eu ce besoin aussi de Bon, toucher à la page, tu dis? ouais, il y a le besoin de changer, en fait, parce qu'après, donc j'ai fait à Paris, donc je suis resté 1 an à Paris. Heu, donc j'ai repris le travail à peu près, j'ai eu ma blessure en septembre 2011, j'ai repris ce travail à l'été 2012, bah, un peu avant l'été puisque j'avais, bah, le temps de faire l'éradication. Après moi, j'avais beaucoup de permissions, de congés, de Cayenne également à poser en fait, donc je les ai posées à la suite de l'éradication et puis après j'ai rattaqué le travail. Mais, heu, mais bon, c'est vrai que le travail, de bureau, parce que c'était un travail de bureau, ça me plaisait pas forcément, tu vois? La région parisienne et le climat non plus, donc j'ai demandé à retourner un peu plus sur le terrain. Donc j'ai demandé à être muté, dans un escadron de mobile, donc je suis retourné à Clermont-Ferrand, là où j'étais avant et là j'enseignais l'intervention professionnelle et le tir notamment, parce que je pouvais plus partir en intervention, mais je pouvais former les gens, à l'intervention et je suis retourné en unité, un peu plus classique, on va dire, un escadron mobile, tu vois? Donc c'est vrai que moi, j'avais une expérience de l'intervention spécialisée, des inters à quand même, beaucoup d'inters que j'avais fait à Cayenne. Donc j'avais une expérience et qui permettait qui était intéressante pour les gendarmes, quoi. Ça, ce qu'on appelle le rétex, le retour d'expérience, c'est toujours intéressant. C'est plus intéressant d'enseigner quelque chose, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ta pratique, plutôt que par rapport à ce que tu as lu dans des bouquins, quoi. Toujours plus Mmh. intéressant, quoi. Donc voilà et c'est vrai qu'après j'ai fait ça de 2013 à 2016 et en 2016, en fait, j'ai été réformé donc voilà, parce qu'il fallait aussi que je passe à autre chose, je pense. La boucle était bouclée avec la gendarmerie. Donc moi, la gendarmerie, ça reste une grande famille, en fait. Je suis reparti, hein, moi, j'ai été très, très bien pris en compte en gendarmerie, côté humain. Après le seul truc, c'est que c'est vrai que et c'est un peu mon combat actuellement, c'est que niveau administratif et juridique, en fait, on est gendarme, donc on est géré par des textes militaires, mais pour autant, on n'a pas du tout les mêmes avantages que les militaires, notamment les blessés de guerre, en fait. Nous, on a vraiment des droits, voilà, en tant que gendarme, en tant que militaire, on a des devoirs. Donc moi, je pense que mon devoir, bah, je vais l'exécuter jusqu'au bout, hein. J'ai perdu 80 de mon corps. Maintenant, à la suite, on a des droits aussi et on s'aperçoit qu'en fait, que nos droits, alors c'est pas pour envoyer dos à dos les militaires et les gendarmes, c'est pas tout le but, hein, mais c'est vrai qu'on est géré par des textes qui sont plus en faveur des militaires et des blessés de guerre notamment, les blessés d'OPEX. Alors que nous, on est blessés en service et malheureusement, c'est pas, les textes nous on n'est pas pris en compte, en fait. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas le droit, il faut se battre. Donc moi, j'ai eu pas mal de combats avec l'aide d'avocats, et encore actuellement face à mon assurance, hein, ça fait 13 ans, je suis encore au tribunal avec l'assurance, tu vois? Donc c'est un peu, là, c'est un peu le combat maintenant, c'est d'essayer de revendiquer des droits pour que les gendarmes aient le même, les blessés en service, on va dire, aient les mêmes droits que les blessés de guerre, quoi. Moi, ça devrait être différent, je trouve pas ça, voilà, c'est est-ce que nous, on est blessés? Moi, j'ai été blessé par balle sur le territoire national, tu vois, en défendant les intérêts et les souverainetés, de la France. Est-ce que c'est moins noble que d'aller se battre, à l'étranger? Je suis pas sûr, tu vois? Donc pourquoi on n'a pas les mêmes droits? Voilà, simplement, quoi. Voilà, donc maintenant c'est un peu ça et j'interviens aussi beaucoup au niveau des Chez Bleu et humains, France des aussi, j'allais te dire. pardon? Aussi chez Bleu de France? J'allais t'en Ouais, bah, c'est pour ça, ouais, parce que moi j'étais ambassadeur du Bleuet de France. Parce que mon premier vélo de compétition, donc nous, nos vélos, c'est des vélos qui valent, il y a 10 ans, ça valait 12 000 – 13 000 €. Maintenant, ils vaut 20 000 €, tu vois, les vélos. C'est extrêmement cher, tu vois? Donc mon premier vélo de compétition, c'est le Bleuet de France qui me l'a financé et donc j'avais été ambassadeur pendant plusieurs années et maintenant encore, j'interviens avec l'Office, national des anciens combattants, bah, de l'Hérault, dans des collèges, dans des entreprises ou dans des lycées pour sensibiliser les jeunes. Et notamment au devoir de mémoire qui est essentiel et quand tu vois l'actualité, je pense que c'est important de savoir, notre pays, par où il est passé, l'Europe par où elle est passée pour pas que ça se reproduise quoi. Parce que voilà, ça fait partie de nos,
Le devoir de mémoire, c'est une obligation. Il y a plus de Maintenant, il y a quasiment plus de vivants, de gens qui ont connu les camps de concentration notamment, donc c'est à nous de perpétuer ce devoir de mémoire, quoi. Tu es aussi consultant et conférencier en entreprise? Ouais, en Heu, entreprise, ouais, donc mais ça, c'est un milieu qui est très concurrentiel, donc c'est pas évident de faire une place, tu vois? Donc j'interviens et en entreprise pour, bah, tout ce qui est cohésion de groupe, tout ce qui est leadership, tout ce qui est gestion du stress, et puis résilience, bien sûr, forcément, ça fait partie de même si le mot résilience, j'aime pas trop parce que c'est un mot qui est employé un peu à tort, à travers maintenant et moi, je pars du principe que quand tout le monde est résilient, heu, alors tout le monde dit: «Ouais, courage, vous êtes courageux et tout», mais en fait, non, la vie te fait un coup de crasse, après tu as pas d'autre choix que de l'accepter et d'aller devant, quoi, ou alors, bah, sinon tu te mets une balle, quoi, je veux dire, mais tu as dit dans une interview justement que tu étais, pas seulement paraplégique, donc ouais, ta effectivement, vision ouais. est différente et que pour beaucoup c'est un drame, mais pour toi, tu as envie de dire que tu es encore là? Bah, moi, je m'étais vu mort, si tu veux, donc en fait, le fait de se Ah, retrouver paraplégique, pour moi, c'est un moindre mal, on apprend à vivre avec, hein. Je te dis pas que c'est facile tous les jours, mais on apprend à vivre avec et puis surtout, les garçons, ils ont encore leur père, moi. C'est ça qui est ce que je me dis, tous les jours, j'ai de chance que les garçons, bah, ils ont grandi avec leur père. Moi, j'ai beaucoup de camarades, je pense, bah, à Alain qui était avec moi en Guyane, par exemple, qui est décédé en 2016. Il y avait 2 garçons, qui ont l'âge de mes fils. Eux, ils ont plus de papa, tu vois? L'année dernière, enfin en 2023, j'ai Arnaud également, qu'on appelait Blanca, qui est mort en Guyane, à Dorlin. Lui pareil et 2 gamins et ils ont plus leur père. Donc moi, mes garçons, ils ont encore la chance d'avoir leur père. Alors je suis en fauteuil certes, mais je suis encore là, quoi, tu vois? Je peux encore les soutenir, je peux encore les engueuler quand ça à toi pour les recadrer, je peux encore leur dire que je suis fier d'eux, enfin tout ça. Alors qu'il y a les autres gamins, moi les gamins de mes potes, et bah, eux malheureusement, les gamins, ils savent pas s'ils ont plus le regard, et le soutien de leur père, tu vois? Donc moi je suis en fauteuil, mais je suis encore là, quoi. en parlant, de rencontres, quelle est la plus belle rencontre inspirante que tu aies faite? Si tu c'est toujours difficile d'en citer une, mais une rencontre qui t'a marqué? Ouais, il y en a plusieurs, on les raconte inspirantes, il y en a plein, hein. Après moi je vois ma carrière ma carrière, dans ma vie d'après fauteuil, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer, plusieurs personnes et je pense là, dans mon livre, j'évoque Patrick. Patrick? Mmh. Patrick, voilà, Patrick, c'est un mec qui est en fauteuil depuis, Patrick, ça fait 40 ans, tu vois? Qui est en fauteuil et lui, c'est un accident, avec un train, tu vois? Il y a vraiment des histoires un peu atypiques et lui, bah, il a consacré sa vie au sport. Il a commencé par la natation, le ski de fond et après il a découvert le handbike. Et moi, je l'ai rencontré sur un salon autonomique, donc c'est lui qui m'a fait découvrir le handbike justement. J'avais lu des articles dessus, dans les journaux et tout, tu vois? Sur internet un petit peu, mais c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir le handbike. Il m'a fait acheter mon premier vélo compétition et puis il m'a expliqué la vie en fauteuil en disant, moi au début c'était au tout début, hein, ça faisait 6 mois ou 8 mois que j'étais en fauteuil. Donc moi il y avait plein de trucs qui me paraissaient, pas possibles de faire en fait, tu vois? Surtout seul en vacances, prendre le train, prendre l'avion, enfin plein de choses, du quotidien qui, quand tu es valide, tu te poses même pas la question et puis quand tu es en fauteuil, bah, tu te dis: «Bah, en fait, c'est pas possible», tu vois? Donc il m'a réconforté là-dessus. Il m'a dit: «Écoute, pour l'instant, tu un bébé dans le handicap». Et puis moi, j'avais 33 ans, mais il m'a dit: «Tu un bébé, quoi» et c'est vrai, j'étais un bébé dans le handicap. Il m'a dit: Tu vas grandir et tu vas apprendre à faire des choses, à vivre, à être autonome, quoi». Donc voilà. Donc et tu vois, je suis toujours en contact avec Patrick parce que lui, il s'occupe maintenant de l'équipe de France de handbike, justement. Donc je suis toujours en contact avec Patrick et puis après j'ai découvert plein de gens qui sont inspirantes, chacun à leur niveau. Donc, des moments, c'est des petits trucs, de moments, c'est des trucs un peu plus, qui te changent la vision des choses, quoi. Après, il faut que ça arrive au moment, tout dépend surtout c'est pas trop la personne qui fait ça, c'est plutôt le moment où tu rencontres cette personne dans ta vie, La en fait. rencontre. Mmh. C'est surtout ça, c'est le moment à laquelle tu vas la rencontrer qui va faire que ça va te faire écho, ça va te percuter ou ça va être insignifiant, quoi. Et quel est le meilleur conseil que tu aies reçu, dans ta vie? S'il y en a un qui t'a marqué au plus profond de toi? Il y en a plein. Après, un conseil, enfin moi que j'ai tendance à dire, c'est, l'expérience, c'est la somme de les avoir vécues, tu vois?
L'expérience, c'est la somme des erreurs vécues dans le sens où, bah, voilà quoi, tu vois? Tu apprends de tes erreurs quoi. Tu apprends de tes erreurs et c'est ça qui permet de plus la refaire et de faire différemment. Et puis il y a un autre adage qui dit, que je dis souvent, c'est: «La vie, elle est différente, mais elle est pas moins belle», quoi. Ouais. Quelle est la suite pour toi, au-delà de ton combat dont tu as parlé, tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bah, écoute, je sais pas après d'autres, qu'il y ait plein d'entreprises qui me contactent pour faire des conférences, tu vois? Voilà, ça c'est bien. Et puis voilà, ouais, réussir à faire entendre la voix des blessés gendarmerie donc c'est quelque chose qui est important parce que j'alerte, tu vois, j'alerte beaucoup sur, j'aime bien le réseau social LinkedIn parce que ça reste professionnel, tu vois? Et puis tu as pas trop de haters, dessus, qui te crachent toute leur haine sans savoir d'où tu viens. Mais voilà, j'alerte dessus, donc ça permet de dénoncer, alors pas du tout de façon, vindicative, hein, mais ça permet de faire connaître des choses, des gens à des gens qui savaient pas. Et puis voilà, donc après j'espère qu'il y a des politiques qui vont entendre, parce que les chefs gendarmerie sont au courant, mais malheureusement, peuvent pas faire grand chose parce que les textes sont de telle sorte que voilà c'est plus à des politiques de s'emparer de ce combat-là pour que les gendarmes et les blessés en service en général soient reconnus, à leur juste valeur, quoi. Ouais. Écoute, j'espère que le message sera entendu puisque on diffuse certains extraits, sur LinkedIn, également et sur les différents réseaux sociaux. Hem, en Super, tous les cas, voilà donc je remonte mon livre pour ceux qui sont, pour votre je vais le montrer, je vais le montrer, je l'avais là, j'allais le montrer. Aux éditions, Marais Éditions. exactement, ouais. Disponible partout dans les librairies et en ligne. Mmh. En tous les cas, merci, pour ce moment, pour ce temps d'échange, pour avoir raconté, ton parcours et ton histoire que vous pouvez retrouver du coup, en version détaillée sur ce livre pour 23 grammes, d'or aux éditions Marais Éditions, partout en librairie, sur les sites internet, là où vous avez l'habitude de commander vos bouquins. Merci à toi, Franck Robin, pour ce Je te moment, remercie. pour ce temps Mmh. d'échange. Merci à Heu, toi, ouais, c'est toujours agréable de faire des podcasts comme ça où on peut raconter sans être coupé, tu vois? Ça permet vraiment de rentrer un peu plus dans les détails et c'est toujours plus plaisant, quoi. Voilà, merci à toi. Avec grand plaisir. Quant à nous, on se retrouve, bientôt pour un prochain épisode que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes audio, sur Spotify, Deezer, Apple ou Amazon. Également en vidéo sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Instagram. Bref, vous pouvez nous trouver un peu partout ou sur le site inspiré.co. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!